sans exception. Aujourd'hui, c'est à vous que la parole est confiée pour apprendre peut-être à mieux vous connaître. Donc, dans ces 50 minutes qui viennent, nous allons essayer de mieux connaître votre vie, votre parcours. Alors, ce parcours commence à Paris, dans une famille nombreuse. Vous avez 6 frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce début dans la vie ? On peut peut-être noter une éducation dans un milieu bourgeois qu'on qualifierait aujourd'hui de favorisé. Votre père est un grand banquier, votre mère est ministre, pas au moment où vous naissez, mais à l'être. Elle ne l'est pas à ce moment-là, elle est avocat. Elle a été avocat très jeune. Et elle a même prêté serment avant d'être majeure, et à l'époque, il fallait une autorisation de son père, oui, pour l'autoriser à entrer dans la profession d'avocat qu'elle a beaucoup aimée. Donc je suis né, en étant l'aîné de cette famille, je suis né dans une famille où mes 2 parents travaillaient, ce qui à l'époque était assez rare, et où nous avons très vite eu une très grande liberté de penser, de nous organiser, de vivre la vie que nous pensions utile. Donc j'ai le souvenir d'une enfance très libre et donc très heureuse. Très heureuse, avec 6 frères et sœurs, ce qui, encore à l'époque, est un peu moins fréquent qu'aujourd'hui, enfin, ou plus fréquent qu'aujourd'hui, plutôt, mais en fait, qui reste quand même quelque chose d'un petit peu à part. Oui, là. Vous-même, vous avez eu 8 enfants. Le goût de la grande famille, voilà. Je l'ai puisé dans mon enfance, oui. Et j'ai été très heureux avec ses frères et ses sœurs, qui ont d'ailleurs eu des parcours extraordinairement différents les uns des autres, ce qui est le signe de cette liberté dans laquelle nous avons été éduqués. Bref, nous avons eu la chance que nos parents nous invitent à choisir notre voie. Et le statut d'aîné dans une famille comme ça, c'est sans doute un peu... Le statut d'aîné, suivi de 3 sœurs, était assez agréable. J'ai vécu cela très bien. Alors, évidemment, j'ai trouvé en dehors du groupe familial un entourage de jeunes que je n'y trouvais pas, puisque mes sœurs étaient un peu plus jeunes, et j'ai eu à la fois de grandes amitiés et puis un intérêt très marqué pour le scoutisme, qui a été le lieu où je me trouvais avec d'autres jeunes et avec des jeunes plus âgés, ce qui est important pour se construire. Donc, une fois ces années d'apprentissage, d'enfance, vous décidez à faire du droit. Alors, est-ce que ça, c'est l'affluence maternelle, familiale ? Pourquoi le droit ? Alors, je dois confesser que mon parcours n'a pas été aussi linéaire que vous le présentez, puisque je passe le bac et je passe un bac philo. C'est-à-dire une formation littéraire qui ne prédisposait en rien aux études que je voulais alors faire, qui étaient des études de médecine. Et je sortais à l'époque d'un lycée dans lequel on avait jugé que j'étais très jeune, j'étais effectivement en avance, et qu'il serait bien qu'après le bac philo, je passe le bac mathélème. Oui, c'était l'époque où on faisait souvent ces 2 bacs. Et puis, je n'ai pas eu envie de repiquer au lycée, et donc le bac philo en poche, je m'inscris imprudemment à des études de médecine, où je découvre très vite que mon niveau en maths et en physique est tout à fait insuffisant pour poursuivre. Voilà, alors je m'offre alors quelque chose qui aujourd'hui est plus banal, qu'il était moins à ma génération, c'est-à-dire j'essaye de passer une année utile en abandonnant très vite les études de médecine et en partant en Afrique noire, donner le temps et les quelques compétences que je pouvais mettre au service. Le mot humanitaire n'existait pas encore,
Mais en somme, c'est à peu près ce que j'ai fait. J'ai passé 6 mois très déterminants Et où ça, en dans ma Afrique? vie. Alors c'est une histoire tout à fait étonnante. J'ai passé une adolescence en travaillant assez peu, mais en passant un temps fou à lire. Et je dévorais à peu près tout, et j'avais notamment une habitude qui était d'aller m'installer à la bibliothèque municipale de mon arrondissement parisien pour lire, et je me suis alors passionné pour des anthropologues qui avaient étudié de près une civilisation africaine particulière qui est le monde des Dogons. Et je me suis pris de passion pour Donc ça, c'est dès l'adolescence, pour cet univers, ce qui fait que lorsque j'ai du temps à donner, je me dis, je vais aller au pays Dogon. Voilà, n'ayant aucune relation dans cet univers, je fais quelque chose qui me paraît somme toute simple, qui est d'écrire à l'évêque du coin, en lui disant j'ai du temps, je suis prêt à donner quelques mois, est-ce que je peux vous être utile? La réponse arrive, bien entendu, vous pouvez m'être utile, mais je n'ai pas un sou pour vous payer votre voyage. Si vous le pouvez, venez. Et donc, mes parents, pas très contents de me voir abandonner les études de médecine, on imagine, n'étaient pas enclins à financer ce déplacement, et je vais m'adresser à la compagnie aérienne qui desservait l'Afrique, UTA. UTA, absolument. UTA. J'arrive à dire j'ai un projet pour rendre service, mais je n'ai pas d'argent pour payer mon billet, et on m'offre le billet. Voilà, et ainsi j'arrive en Afrique. Soulignons le mécénat d'UTA qu'on remercie a posteriori. J'arrive en Afrique où je passe 6 mois absolument passionnants. Vous êtes resté très attaché. Au pied de la falaise du pays Dogon. Et c'est où le pays Dogon? Moi, je suis un ignare absolu, donc peut-être certains de nos auditeurs. Alors, le pays Dogon est en gros au centre du Mali. Il se caractérise sur le plan géologique par une grande falaise dans laquelle les Dogons ont des habitations troglodytes, et c'est de là qu'est né un art qui aujourd'hui est très connu, fait à la fois de petites figurines protectrices du foyer, mais aussi et principalement de masques, de grands masques qui sortent une fois tous les 3 ou 4 ans pour des fêtes rituelles. Et voilà. Et je suis donc j'ai passé là-bas du temps à tenir le dispensaire, à mettre en œuvre le brevet de secouriste que j'avais eu la chance d'obtenir en France, à faire un peu l'école, et ce séjour m'a beaucoup marqué, et pour tout dire, j'ai pris goût à l'art Dogon que je collectionne modestement, mais depuis lors. Alors, il faut bien rentrer un jour du Mali, sans doute. Et donc, à votre retour, là, peut-être... Je rentre, j'ai perdu 10 kilos parce que... Quelle chance. J'ai vécu dans une température extrême. Il était banal qu'on ait 52 degrés à l'ombre, mais dans un climat... sans humidité, c'est supportable, mais c'est fatigant pour l'organisme. Donc je me remplume, et puis je m'emploie à gagner un peu d'argent pendant les vacances, et je commence des études de droit où j'ai eu la chance de rencontrer des professeurs absolument passionnants qui ont fait de moi un passionné du droit. Là, vous avez 18, 19, voilà, vous faites un DES de droit privé, vous faites un cursus, là, cette fois-ci, plus classique. Je suis surtout je m'inscris surtout l'année qui se termine par mai 68.
Oui, là, et vous vivez comment en ce moment? Qui me conduit, alors je suis à Nanterre. En plus. Je suis à Nanterre où, contrairement à l'image, il ne se passe rien en mai 68, puisque les activités étudiantes se déroulent dans Paris, au quartier latin. Nanterre est calme à ce moment-là et Nanterre avait été l'endroit voilà, où c'était déclenché. Voilà, le mouvement dit du 22 mars, voilà. Donc un mois et demi avant les premiers événements de mai. Mais donc vous n'êtes pas sur les barricades? Je ne suis pas dans les événements du 22 mars. La faculté de droit sur le campus de Nanterre est assez éloignée à la fois géographiquement et intellectuellement de la faculté des lettres où tout naît. Je passe beaucoup de temps sur le campus, j'y fais des études convenables. Je suis à un moment une sorte d'officier de liaison entre Nanterre et la Sorbonne, et je vais de l'un à l'autre. Déjà le sens du dialogue, là. Notamment, je suis chargé de mettre à Nanterre des affiches fabriquées à la Sorbonne, que j'ai eu grand tort de ne pas collectionner. Oui, qui sont aujourd'hui des pièces de collection. J'ai eu grand tort de ne pas collectionner. Et je passe une période tout à fait étonnante où on demande aux étudiants de première année de réfléchir à l'organisation du doctorat. Enfin, c'est un monde un peu à l'envers. Voilà. Mais je commence à prendre goût aux activités collectives et cela se renforce quelques années plus tard, 2 ans, 1 an et demi après, puisque je suis très engagé dans la défense de la faculté de droit de Nanterre, qui est l'objet d'attaques permanentes de gros bras qui veulent interrompre les cours. Et avec quelques autres étudiants, nous défendons la faculté. Je suis assez sérieusement blessé lors d'une intervention. Vous en conservez une trace? Voilà, j'ai failli laisser un œil, mais heureusement tout ça c'est très bien récupéré. Et c'est alors le moment où je commence à prendre en charge des fonctions des intérêts collectifs, puisque je suis élu représentant étudiant. Voilà. Et nous faisons une razzia sur les élections en ayant la majorité au conseil de gestion de la faculté, en ayant représenté des candidats pas marqués politiquement, mais assez connus dans leur univers étudiant. Et je passe un moment tout à fait amusant de quelques années à représenter donc les étudiants à ce conseil de la faculté de droit. Et puis, vous avez votre diplôme en poche, et alors là apparaît un mot qui est un nom de capitale qui est Beyrouth. Alors pourquoi Beyrouth? Alors oui, c'est simple comme explication. Je suis donc étudiant, je passe des années plutôt convenables. Je suis lauréat de la faculté de droit. Oui, pour dire que vous êtes un étudiant de voilà. Et je me fais des amitiés avec des professeurs et l'un d'entre eux sera mon maître tout le long de ma vie jusqu'à ce que le Covid l'emporte. Dites son nom, oui, c'est un très grand juriste. Philippe Mallory, un très grand bonhomme du droit et de la pensée juridique. Et frère d'un très grand explorateur. Voilà, également. Le frère de Jean Mallory, spécialiste notamment des Inuits. Philippe Mallory donne à mon épouse et à moi le goût du droit, le goût car vous êtes mariés assez tôt, le goût de la curiosité dans le droit, le goût de l'insolence dans le droit, de la capacité d'invention, de remise en cause des règles, d'interpellation. Enfin, je prends à son école beaucoup de recettes qui me permettront d'avoir une vie d'homme libre après, parce que je crois que j'ai puisé cela en large part dans cet enseignement. Et puis arrive le moment où il faut faire le service national, et puisque je viens de me marier, je souhaite partir en coopération, et me voici à Beyrouth,
pendant que mon épouse, qui elle a prêté serment immédiatement après la faculté de droit, se trouve dans un cabinet d'avocats libanais, moi j'enseigne à la faculté de droit de Beyrouth, et plus exactement à la faculté de droit de l'université libanaise, oui, c'est ça qui la est faculté d'État. Voilà. Et on passe 2 ans tout à fait intéressants dans une ville étonnante. À voir d'autres choses. On est juste avant que la guerre de début 1975 ne démarre, puisque nous quittons le Liban fin 74. Pays tout à fait surprenant, où les inégalités sautent aux yeux. On voit une frange de gens très riches, cultivés, etc., et une frange importante de grande fragilité qui sont très très visibles, une société fermée par une répartition confessionnelle des fonctions, et puis le poids d'accueil depuis des années des réfugiés palestiniens, avec des aides onusiennes pour faire vivre ces communautés, mais un pays difficile à gouverner, difficile à faire progresser, et qui pourtant à l'époque reste alors la plateforme financière de la Méditerranée. Ce que position que le Liban a conservée pendant des dizaines d'années qui ont suivi, avant la quasi-déconfiture que ce pauvre pays vit actuellement. Imoscopie, un podcast Imo Week avec le soutien du Cercle Pierre d'Or. Alors, retour de Beyrouth, vous revenez donc à Paris, et là, contrairement à votre femme dont vous parliez tout à l'heure en disant qu'elle avait tout de suite prêté serment, vous n'allez pas tout de suite vous lancer dans la carrière d'avocat. D'abord, dans celle d'enseignant, j'ai l'impression que ça vous a tenté, je me trompe? Oui, le Philippe Mallory qu'on évoquait tout à l'heure pense qu'il faut que je présente l'agrégation de droit, et me prépare à cela en me donnant un sujet de thèse un peu compliqué, c'est fait pour. Et en me disant que évidemment il faut que je me garde de toute activité marchande. C'est pour ça qu'en rentrant du Liban, où j'ai assez bien avancé ma thèse, je suis candidat à devenir assistant à l'université de droit de Paris, et je suis retenu, et je vais commencer 5 années pendant lesquelles je serai donc universitaire. J'y enseigne d'abord le droit commercial, mes compétences étaient médiocres, puis le droit international privé, où là j'ai pris beaucoup de plaisir. Oui, c'est une très belle matière. Cette belle matière, avec des professeurs aussi de très grande qualité. Et puis je considère que la fonction d'assistant doit être une fonction précaire. Je vois trop de gens qui s'encroutent dans cette fonction, dont je donne ma démission au bout de 5 ans, ce qui, paraît-il, ne s'était pas fait depuis des années. Et oui, surtout que vous étiez sur la voie royale, là on voit bien que... Et nous avons alors des enfants qui commencent ou qui sont déjà nés, le besoin de faire bouillir la marmite fait que je renonce assez vite à l'agrégation, n'ayant pas la possibilité de consacrer ces années d'études. Il me faut travailler et faire vivre notre famille, et donc... Mais là, vous faites pas tout de suite je ne deviens pas avocat tout de suite, et je suis les conseils d'un oncle vieil avocat qui m'avait dit tu n'as rien à faire au palais avant 30 ans, va voir autre chose. Et je m'approche du notariat, où je prends la direction d'une équipe assez extraordinaire qui s'appelle le CRIDON, le Centre de recherche d'information et de documentation notariale, où des chercheurs sont là pour essayer de dire aux notaires le droit avant que la jurisprudence ne le fixe. Et c'est donc un univers intellectuel tout à fait riche. J'y fais beaucoup d'enseignements, et c'est là que je tombe dans la grande marmite du logement.
Et l'occasion, c'est 1982, la loi dite Quillot, qui va organiser les relations entre bailleurs et locataires. Il faut que un des juristes du Cridon se colle à l'apprentissage de cette loi et à sa vulgarisation. Qui a été une forme de drame national. Voilà. Et au lieu de confier le sujet à un des juristes de la maison, je le prends pour moi et je commence tout de suite à organiser la capacité fédératrice des notaires étant réelle, à organiser un groupe de travail où je mets des représentants de locataires, de bailleurs, des magistrats, pour qu'ensemble, et des représentants de l'administration, pour qu'ensemble on réfléchisse à la façon d'appliquer et d'interpréter cette loi. Voilà. Et c'est là que je me fais remarquer, à deux titres. Je me fais remarquer par l'appareil d'État qui m'invite à entrer dans une sorte de comité qui va accompagner l'entrée en vigueur de la loi et notamment porter un regard critique sur les contrats types que différents organismes diffusent à ce moment-là. Et puis je suis remarqué par une fédération de propriétaires qui me demande si j'accepterais d'entrer à son conseil d'administration. Et ayant un gros défaut dans ma vie qui est de ne pas savoir dire non, je dis oui, et me voilà engagé dans un mouvement que je connais assez peu, qui s'appelle l'Union nationale de la propriété immobilière. Et très vite, l'occasion surgit d'essayer moi qui suis encore très très jeune dans cet univers plutôt de vieux messieurs, de prendre la présidence à l'occasion d'une élection. Je fais une campagne un peu éclair contre des vieux messieurs, et voilà que je suis élu. Il paraît que ça peut arriver que ça marche parfois. Et voilà que je suis élu. 1989 et que je succède à un ancien secrétaire d'État à la marine marchande. Je crois qu'il était sous-secrétaire d'État encore à l'époque. Peut-être sous-secrétaire d'État, qui avait plus du double de mon âge. Voilà. Et c'est à ce moment-là... Le président Ramaroni. C'est à ce moment-là, Pascal, où nous avons l'occasion de faire connaissance, puisque je m'aperçois que la communication de cette fédération est en rade, fatigué. Qu'il faut trouver un esprit curieux et imaginatif. Nous nous rencontrons et nous ferons un grand bout de chemin ensemble à essayer de faire revivre à la fois une activité éditoriale et une communication digne de ce nom pour cette fédération qui alors compte près de 200 000 adhérents, une des grosses associations de France. Alors, ce qui est très intéressant, alors moi j'ai été un tout petit peu effectivement témoin, spectateur de cette histoire, c'est de voir effectivement là votre volonté dès le début. Il y a eu les psychodrames, il y a eu le grand psychodrame de 82 dont vous parliez, mais il y a ensuite eu une succession de lois locatives et on voit bien là ce sens du dialogue et de la concertation que vous aimez plus que tout, puisque dans cette histoire-là vous allez mettre tout ce que vous pouvez pour convaincre les vieux messieurs dont nous parlions qu'il serait mieux de négocier et d'arriver à trouver des solutions pour qu'au fond, cette grande loi locative de 82, elle n'avait pas que des défauts. Il était quand même un peu juste qu'on finisse par faire des baux, etc. Et qu'on trouve une solution qui puisse convenir à tout le monde. J'ai l'impression que ça a été quand même, pour vous, un moment extrêmement intéressant avec les ministres du Logement qui se sont succédés. Oui, vous avez raison, parce que j'arrive dans une fédération qui, sous l'émotion de la loi de 1982, qui avait véritablement trop opposé la famille des locataires à celle des propriétaires, j'explique à la fédération que pour un propriétaire bailleur, le locataire ne peut pas être son adversaire puisqu'il est son client. Et qu'il faut en conséquence que l'on déporte nos combats sur deux autres terrains. Un premier terrain qui est un terrain fiscal, faire en sorte que le loyer que le locataire peut verser
soient le plus possible épargnés par la pression fiscale et permettent aux propriétaires de vivre du loyer et d'engager les travaux dans l'immeuble qui sont nécessaires, et puis que l'autre lieu de progrès se trouve du côté du pouvoir exécutif, qui est censé prêter son concours à l'exécution des décisions de justice et qui, par exemple, en matière d'expulsion, le fait mal. Non pas que je lui reproche de ne pas exécuter des décisions lorsque l'ordre public s'y oppose, mais le reproche qu'on lui fait est de ne pas indemniser justement et rapidement les propriétaires qui sont, en somme, les victimes collatérales de ce défaut d'exécution des décisions de justice. Donc on change la cible. Et ce faisant, la proximité avec les locataires s'accroît et on rentre sur un terrain qui est compréhensible par les administrations, et on voit donc revenir les ministres du logement au congrès de cette réunion nationale, le premier d'entre eux ayant été Louis Besson, assez intéressé de la façon dont, en somme, je m'efforce de recentrer cette fédération qui, ne nous le cachons pas, avait des relents poujadistes assez marqués. Donc vous devenez président de la Commission nationale de concertation, d'ailleurs à cette occasion, enfin je sais pas à cette occasion, dans ce cadre-là plutôt, et on voit bien le rôle que vous avez eu dans cette modération du côté des bailleurs pour essayer de trouver des solutions, et aussi côté pouvoir public qui avait effectivement vu les bailleurs un peu comme comment dirais-je, des ennemis ou en tout cas des adversaires complexes, et qu'évidemment le dialogue ça permet d'obtenir des textes plus équilibrés en tout cas, et qui aujourd'hui encore sont un peu la base de la relation locative. Ils ont été modifiés avec le temps, bien sûr, mais enfin, Pascal, ils sont quand même... vous êtes un très bon observateur de la législation, puisque vous pointez du doigt un épisode qui, à ma connaissance, est unique dans l'histoire locative, qui est que du temps où j'étais donc vice-président de la Commission nationale de concertation, nous parvenons entre les représentants des bailleurs que j'anime et les représentants des locataires qu'anime fort intelligemment une représentante de la Confédération générale du logement, il faut la nommer, Frédéric Rastol, qui ensuite a été au Conseil économique et social, et nous réussissons tous les deux on est en 1993-94, au terme de négociations un peu longues, à dresser une liste des évolutions que nous croyons nécessaires d'apporter à la loi qui alors était en vigueur, celle de 1989, qui avait succédé à la loi Quillot. Et nous proposons, enfermés dans un accord collectif de location, nous proposons au ministre du Logement d'aller devant le Parlement en faisant état de l'accord des forces vives, bailleurs et locataires représentatifs du secteur, pour dire au Parlement: voilà les propositions de réforme que nous croyons bonnes, elles sont négociées entre les partenaires et ça permet au ministre du Logement, alors Hervé de Charette, d'avoir ce rôle que probablement beaucoup des titulaires du poste auraient envié, qui est de dire aux parlementaires que les ultras de gauche et de droite calment leurs ardeurs, puisque nous avons là un accord des partenaires et le rôle du Parlement va être d'entériner cet accord, ce qui sera fait sans peu de débordements. Et donc une loi modificative de la loi du 6 juillet 89, qui est en date de juillet 1994, verra le jour sur la base de cet accord. Ce qui est effectivement assez rare entre locataires et bailleurs. Alors ça ne s'est pas reproduit depuis. Non. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Je pense que ça pourrait parfaitement se faire. Il faut trouver peut-être
la rencontre de personnes qui aient envie de cela, qui dépassent les postures politiques ou syndicales et qui, en somme, pensent qu'il y a un intérêt plus puissant à s'accorder qu'à se diviser. Alors, après ce moment qui débouche par une action extrêmement concrète, vous allez être nommé président de l'Agence nationale de l'habitat. À l'époque, on disait de l'amélioration de l'habitat, qui avait été un sujet que vous aviez évidemment abordé dans le cadre de vos précédentes fonctions, puisque vous étiez membre du conseil d'administration. Alors là, c'est aussi une autre question, qui est cette question formidable de l'amélioration de l'habitat, des conditions de vie de tous les Français. Alors d'abord, vous avez raison, c'est un sujet absolument passionnant et qui n'a jamais perdu son actualité, même si la première mission confiée à cette agence nationale de l'habitat, qui était en somme d'installer dans la plupart des logements ce qu'on appelait les 3 éléments de confort, c'est-à-dire une salle d'eau, des WC intérieurs et un système de chauffage. Là, on parle des années 70. Voilà, avait largement atteint son objectif, puisque l'essentiel des logements anciens avait ces 3 éléments de confort. Mais il restait beaucoup de sujets à traiter. Alors, d'abord, comment est-ce que j'arrive à la présidence de cette agence ? En 98 ? En 1998, eh bien, c'est le ministre du Logement d'alors, qui est Louis Besson, un très grand monsieur. Nous avons eu le plaisir d'interviewer dans le cadre de notre série documentaire sur les ministres du Logement. Louis Besson m'a repéré, à la fois comme président de l'Union nationale de la propriété immobilière, avec les évolutions que j'ai pu donner à cette fédération, et à la fois comme membre de la Commission nationale de concertation dans cet épisode qu'on vient d'évoquer d'un accord collectif de location pour réformer la loi. Et il m'appelle et me dit j'aimerais que vous soyez le prochain président de l'agence et que vous appliquiez à cette agence qui a bien besoin d'être réformée les techniques que vous avez mises en œuvre dans vos précédentes fonctions que j'ai observées. Plutôt des hauts fonctionnaires jusque-là dans ces fonctions-là. Hein. Oui, j'ai été le seul acteur du parc privé qui a occupé ce poste, puisque avant moi, c'était des hauts fonctionnaires, dont des gens de grande qualité, notamment un ancien président de la Cour des comptes, Désiré Arnaud, qui avait occupé ce poste. Et puis, après moi, ce ne sont que des élus, essentiellement des maires de grandes villes, aujourd'hui le maire de Chambéry, hier la maire de Rennes, et ainsi de suite. Et donc, je suis le seul personnage décalé, issu du privé, et je resterai 10 ans président de cette agence, qui est aussi un parcours plus long que celui de mes prédécesseurs et mes successeurs. Et j'ai aimé passionnément l'Agence nationale de l'habitat parce que elle s'intéresse à un sujet puissant qui est à 2 sujets puissants, à la fois permettre aux bailleurs des logements privés, qui, comme on le sait, sont des gens plutôt modestes, détenteurs de peu de logements, leur permettre de faire en sorte que les logements soient de bonne qualité pour bien y accueillir les locataires, donc les aider dans la réalisation des travaux, et d'autre part, c'est une aide aux propriétaires occupants modestes pour que, essentiellement, des anciens artisans ou commerçants qui vivent dans une maison individuelle qui n'est pas bien isolée, qui n'est pas adéquate à permettre le vieillissement de ses occupants sur place, permettre les transformations nécessaires. Et là, avec les directeurs généraux successifs de l'agence que j'ai eu le plaisir de côtoyer, on va véritablement transformer cette agence. Elle change de nom, ce n'est qu'un signe de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, elle devient l'Agence nationale de l'habitat. Le changement s'opère en 2006, mais surtout, on
change la relation avec les personnes que l'on va aider en faisant de véritables clients, en les accompagnant dans leur parcours, et on favorise du côté des bailleurs le développement de loyers bas en contrepartie de l'aide qu'on leur apporte. Imoscopie, un podcast Imo Week avec le soutien du Cercle Pierre d'Or. Alors, avant d'aborder un autre aspect qui est maintenant plus contemporain de votre action, qui est celle du plan bâtiment durable, je voudrais qu'on parle d'un autre sujet dont nous n'avons pas évoqué, c'est qu'en 1983, vous êtes devenu avocat et que donc vous avez aussi créé un cabinet, une structure d'avocats qui va devenir un des très très gros intervenants, et notamment dans le droit immobilier, mais pas seulement. Et cette profession d'avocat que vous avez exercée depuis 83, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, c'est toujours, chez moi, c'est toujours des histoires de rencontres. Lorsque je quitte cet organisme notarial déjà évoqué, le Cridon de Paris, je le quitte parce que j'y suis déjà depuis 5 années et que les évolutions que je veux donner à cet organisme ne sont pas dans l'air du temps du côté des notaires, et donc je sens que je vais finir par m'ennuyer dans un organisme qui s'est bien déployé, donc je le quitte et j'ai alors une alternative. Des notaires parisiens m'ont repéré et me disent « venez nous rejoindre », et mon épouse avocat me dit « viens me rejoindre ». Je choisirais cette deuxième branche de l'alternative et je serais donc avocat, mais j'aurais pu. Le hasard de la vie aurait fait que j'aurais très bien pu changer de branche et exercer une autre profession juridique indépendante qui est celle de notaire. Me voici donc avocat. J'ai la chance d'avoir une clientèle notariale immédiate, directe ou indirecte, et je comprends très vite que il ne suffit pas d'exercer seul ce métier pour qu'il soit utile et intéressant, qu'il ne suffit pas de se grouper en société de moyens pour rendre la vie simple, mais que on doit songer à installer de véritables entreprises de droit, et c'est ce que je ferai. C'est la révolution qui est en cours au moment où vous voilà, de vraies avocat. Entreprises de droit. Nous voyons des cabinets américains et anglais s'installer en France, et je pense qu'il y a place pour un grand cabinet français indépendant, et j'ai d'ailleurs quelques exemples de très belles réussites qui existent déjà, notamment le cabinet Gide, qui sera toute notre vie un modèle. Et là aussi, une rencontre, elle se passe après quelques années d'exercice, où j'ai monté une première société d'avocats avec d'autres confrères, mais qui reste une petite société. Je rencontre un avocat qui a lui aussi une autre société d'avocats. Il a 50 plus que moi. Nous nous confrontons dans différentes procédures. Nous nous apprécions dans cette confrontation, et en attendant un jour de plaider un référé, en marchant dans la salle des pas perdus, on échange sur la vision que nous avons de la profession. Nous nous apercevons que nous avons une vision assez proche l'un de l'autre, et nous décidons d'unir nos moyens. Cette conversation a lieu, je crois, en novembre, et le 1er janvier suivant, c'est le 1er janvier 1993, nous avons fusionné nos cabinets et décidé... Il s'appelle Philippe Lefebvre, il faut le nommer. Alors ce garçon de très grand talent, de très belle intelligence, qui a 50 plus que moi, s'appelle Philippe Lefebvre, et voilà les deux Philippe qui se marient pour construire cette entreprise de droit. Nous avons de l'ambition, partant d'une compétence immobilière, nous comprenons très vite qu'il faut ouvrir le champ à d'autres spécialités, et nous n'aurons de cesse de développer un cabinet qui croîtra, avec de temps en temps des inconvénients, comme tous ces cabinets qui rassemblent des avocats
ayant un ego souvent assez fort, quelques personnes et des ambitions aussi, probablement, bien sûr. D'autres nous rejoindront, et aujourd'hui, ce cabinet que j'ai quitté depuis quelques années, comprend 200 avocats, est installé sur et qui maintenant s'appelle LPA plutôt que, et a pensé qu'il fallait changer ou abandonner le nom des fondateurs pour le remplacer par leurs initiales. Tant mieux si cette façon de communiquer rend le cabinet plus visible et accessible, mais c'est une belle entreprise que nous avons mis en place. Alors, un mot maintenant sur ce qui est aujourd'hui encore votre, je sais pas si c'est votre combat, je crois qu'on peut employer ce mot, puisque vous avez d'abord été nommé président du comité stratégique du plan bâtiment du Grenelle de l'environnement. C'était un petit peu long. Maintenant, vous êtes le président du plan bâtiment durable, c'est un petit peu plus simple, mais c'est quand même la même idée. Oui, alors là aussi, c'est une rencontre. Toujours des rencontres qui, somme toute, dirigeront ma vie. Cette rencontre, c'est celle de celui qui est alors mon ministre de tutelle lorsque je suis président de l'Agence nationale de l'habitat, Jean-Louis Borloo. Nous n'avons pas oublié. Jean-Louis Borloo, à la fois, me soutiendra dans mes actions à la tête de l'agence, m'obtiendra les budgets dont nous avons besoin, mais m'emmènera très vite dans sa démarche du Grenelle de l'environnement. On est en 2007, je commence modestement et dans l'ombre à faire des notes, à glisser des idées, et puis dès le lendemain du Grenelle de l'environnement, il me charge d'animer une réflexion collective autour des engagements que les partenaires du Grenelle proposent à la société française de prendre dans le champ du bâtiment et de l'immobilier, et je serai à la tête de ce qu'on appelle à l'époque un comité opérationnel, un COMOP, et j'aurai le COMOP de la rénovation des bâtiments existants. Et puis, je fais mon travail, je mets autour de la table des quantités de gens, et j'avais acquis déjà dans le passé une expérience de jouer le rôle d'ensemblier pour proposer des réformes. Oui, on retrouve l'idée précédente dont nous parlions. On n'en a pas encore dit un mot, mais peut-être on pourra l'évoquer dans un instant. Ça a été assez structurant pour moi, ces expériences que j'ai eues dans les années 2000, avant d'accompagner Jean-Louis Borloo, et il m'emmène dans son chemin et pense nécessaire qu'on invente ensemble un outil de stimulation de la société autour de cette mobilisation des énergies pour faire des bâtiments durables. Alors au début, c'est quand même un peu... le plan bâtiment que au départ on construit ensemble. Je crée un réseau avec les moyens humains très faibles, mais qu'il met à ma disposition, et très vite l'intérêt de la société pour participer à l'élaboration de ce chemin, de ce chemin collectif se fait jour, et beaucoup de gens que le groupe IMOWeek rassemble seront engagés dans nos actions. Vous allez dire presque tous. Alors, ce qui est passionnant, c'est qu'au début, il me semblait, moi, alors c'est une vision de journaliste, mais en fait, il y avait beaucoup de gens qui trouvaient que c'était un petit peu gadget, bâtiment durable, tout ça, c'est un peu bon. Et on voit bien à quel point aujourd'hui, c'est essentiel. Personne ne peut ne pas en parler. Mais ce qui est très intéressant, il me semble, c'est que très vite vous avez fédéré, mais j'allais dire toute la profession n'arrive jamais à être totalement exhaustif, mais enfin, vous avez eu le soutien et la participation de pratiquement toute la filière. Oui, alors le mérite n'est pas le mien. Le mérite, c'est le sujet lui-même qui véritablement très vite mobilise les grands acteurs. Tous ceux qui ont des enjeux de valeur sur leur patrimoine ont très vite compris qu'un bâtiment énergivore
Et aujourd'hui, un bâtiment qui a un bilan carbone désastreux ne sont plus représentatifs de la valeur dont ils ont besoin pour trouver des occupants ayant une belle signature. Et aujourd'hui, il représente une valeur négative aussi en termes d'image. Bien entendu, voilà. Bien entendu. Donc il y a des esprits clairvoyants plus vite que les autres qui embarquent dans le train et qui d'ailleurs, pendant toute cette époque, seront plutôt à courir devant la locomotive que monter dans le train parce qu'ils nous montreront largement le chemin. C'est le cas de quelques grands promoteurs, de quelques foncières qui ont compris ces enjeux de valeur et qui donc trouveront intéressant de participer à la conception du chemin. Parce que mieux vaut construire soi-même la voie qu'on va emprunter que de devoir la subir. Et donc, il y aura une époque pendant laquelle la créativité sera vraiment à l'œuvre. Plein de sujets seront inventés, qui auront plus ou moins de succès par la suite, mais l'invention, l'imagination, l'innovation sera vraiment à l'œuvre autour de ce plan bâtiment. Alors, ce qui me passionne dans cette histoire, c'est que c'est pas tellement une histoire française, parce que les Français adorent dire de l'État, c'est épouvantable, ils créent de la règle, c'est ignoble, c'est trop compliqué, ce sont des hauts fonctionnaires qui ne connaissent rien. Et là, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire on demande aux professionnels eux-mêmes, à ceux qui agissent, à ceux qui vivent une discipline, un secteur, de proposer eux-mêmes les règles qui pourraient s'appliquer. Oui, c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant et ce qui rend possible cette main tendue à la société civile, dit en somme le parcours que nous allons emprunter ensemble. C'est ça le discours que tient l'État, parce que l'État n'est pas du tout dans une logique d'obligation, dans une logique coercitive. Il est dans la logique incitative. Et donc, autant demander à ceux qui vont bénéficier des incitations lesquelles leur paraissent les plus adéquates. Bon, évidemment, ce parcours n'est pas un long chemin tranquille, parce que, dans le même temps, on a les interventions législatives ou réglementaires qui parfois forcent le trait ou prennent des chemins de traverse qui ralentissent. On a les contraintes budgétaires qui, à certains moments, resserrent la maille, referment le robinet, et à d'autres l'ouvrent sans que l'on sache bien pourquoi et comment. Enfin, en bref, on est dans la vraie vie d'une société et de son organisation politique, mais on trouve sa place en s'imposant de plus en plus comme étant une donne avec laquelle il faut résolument compter. Alors aujourd'hui, justement, ce plan bâtiment durable, qu'est-ce que c'est exactement ? Ça consiste en quoi ? Alors, on est plusieurs choses. On est d'abord et principalement une sorte de zone intermédiaire entre la société des acteurs privés et publics qui ont à exprimer des choses sur ce qu'ils veulent en termes de construction, ce qu'ils veulent en termes de rénovation, ce qu'ils veulent en termes d'outils, d'aide, de transformation des métiers d'une part, et les pouvoirs publics, qu'il s'agisse des pouvoirs de l'État et ses administrations centrales ou des pouvoirs des collectivités territoriales qui sont à l'œuvre, qui ont à la fois des choses à exprimer, des exigences à porter, et à la fois une écoute à donner à ce qui émane de la société civile. Donc ce rôle d'intermédiaire, il joue dans les deux sens. À moi de faire remonter à l'appareil public les éléments, les rythmes, les données que suscite la créativité de la société civile et l'observation que j'y porte, et à moi aussi de faire redescendre vers cette société les projets que porte l'État, les réalisations qu'il met en œuvre pour en assurer la pédagogie et la bonne application. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est de faire en sorte que s'installe une collectivité, une communauté des acteurs, parce qu'ils ont tous à peu près compris que tout seuls, ils n'y arriveront pas.
Et qu'il faut donc créer ce qu'on appelle aujourd'hui un écosystème dans lequel les données écologiques, économiques et sociales se trouvent mêlées pour assurer de l'efficacité. Et c'est le deuxième point tout à fait important. Et puis le troisième point, c'est que j'ai pris une place modeste, mais une place dans le rôle d'intermédiation qu'il faut opérer entre l'appareil d'État et les collectivités territoriales. Tout ne fonctionne pas naturellement de manière simple et expliquer aux uns et aux autres qu'ils ont besoin l'un des autres, les autres de l'un, et qu'ils ne peuvent pas faire cavalier seul. Voilà. Donc c'est un rôle fédérateur, un rôle d'ensemblier, et puis nous continuons à avoir, c'est une sorte de fil rouge qui guide notre action, une sorte de rôle de recherche d'innovation permanente, l'innovation étant pas simplement une innovation technique, mais aussi organisationnelle. Comment on s'y prend pour qu'un chantier de rénovation soit efficace? Comment on s'y prend pour que des professionnels qui ont l'habitude de courir chacun dans leur couloir courent ensemble? Voilà. Quels sont, depuis maintenant 12 ans, enfin si on compte la partie Grenelle, vous travaillez sur ce secteur, quels sont aujourd'hui vos espoirs, peut-être vos déceptions, même si les déceptions, vous préférez souvent les laisser de côté, mais quels sont les espoirs que vous avez pour les années à venir sur ce sujet, à mon avis, essentiel? Alors, le premier élément qui me fait dire que le verre est résolument à moitié plein, c'est la généralisation de la prise de conscience qu'on est sur des sujets importants. Voilà. Ce point-là, il est acquis. Ça, c'est acquis, je crois, oui. Le deuxième point, et je dois en rendre le mérite à Emmanuel Vargon, la ministre chargée du logement, le second point, c'est un appareillage qui nous met en état de marche pour pouvoir aller vers un changement de braquet que j'espère définitif dans le sens d'entraîner le plus grand nombre sur le chemin de la rénovation. Elle a, outil après outil, mis de l'ordre. Nous avons un diagnostic de performance énergétique qui est un outil de mesure qui est maintenant adéquat. Nous avons, à travers le réseau des conseillers FAIRE, un ensemble de services d'information et de conseils présents sur le territoire qui se prolonge actuellement par un véritable accompagnement qui va être donné aux ménages pour prendre les bonnes décisions concernant leur patrimoine. En évitant certains escrocs. Et pour éviter voilà. effectivement ce qu'on appelle dans notre jargon les éco-délinquants qui polluent l'activité, heureusement très majoritaire, des entreprises qui rendent des services de bonne qualité. Et puis, elle a simplifié, regroupé, numérisé l'accès à des aides à travers une institution qui s'appelle MaPrimeRénov. Et qui marche... qui va très vite, qui va très fort, qui a encore quelques ratés tout à fait normal, quelques retards ici ou là, mais tout cela devrait se résorber. En somme, elle a créé les outils qui vont permettre ce développement. Dans le même temps, on a accru et amélioré le système qui permet aux entreprises d'être reconnues garants de l'environnement, c'est-à-dire aptes à manier des fonds publics pour faire des travaux de rénovation énergétique. Nous avons beaucoup progressé sur ce point. Alors, quelle est l'évolution essentielle? C'est le fait que l'on va basculer progressivement d'un prisme qui était celui de l'économie d'énergie, prisme voulu par Jean-Louis Borloo il y a donc 14-15 ans, dès 2007, pour faire en sorte que la société française s'approprie le sujet. Il est assez facile de parler aux gens d'économie d'énergie, de parler d'économie de charge, de parler de reste à vivre.
c'est compréhensible. Voilà. Et cette entrée dans le sujet a probablement favorisé l'acculturation de la société, mais on en vient au vrai sujet, qui est pas tant l'économie d'énergie en tant que telle, mais la maîtrise de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire le faire en sorte qu'on aille vers une société bas carbone, où à la fois on fait en sorte que notre carbone, le carbone soit stocké, ne soit pas libéré, comme c'est par exemple à l'occasion de la démolition d'un bâtiment, et que nous ayons une maîtrise du cycle de vie des bâtiments pour que tout au cours de sa vie, le bâtiment consomme peu de carbone, émette peu de carbone, le mot consommer étant appliqué à l'énergie, émette peu de carbone. Voilà, et ça, je pense que c'est la grande évolution des 30 ans qui viennent, puisque nous sommes sur un parcours qui a le mérite de la longue durée, et c'est suffisamment rare dans le champ politique pour le remarquer. On a fixé dans une loi de programmation de 2009 un objectif 2050, c'était donc 41 ans après, et voilà que cet objectif 2050 n'a été remis en cause par aucune majorité, qu'il a même été enrichi, puisque à côté de l'objectif basse consommation énergétique, est venu s'accoler l'objectif neutralité carbone pour 2050, et le fait que l'ensemble des pouvoirs politiques successifs aient accepté de conserver cet objectif et d'en faire le cap à atteindre a été sûrement un élément qui a facilité la mobilisation de la société. Pour une fois, nous avions quelque chose qui n'était pas volatile comme le sont trop d'actions publiques. Il me semble qu'il y a là aussi une logique parfaite dans votre action. On voit bien que entre la loi locative, aujourd'hui le plan bâtiment durable, cette idée de réunir des gens autour d'une cause, d'une idée commune, c'est sans doute ce que vous appeliez tout à l'heure le fil rouge. En tout cas, moi, c'est le fil rouge que je vois, un des fils rouges que je vois à votre vie. Alors, j'aime bien faire que les gens se rencontrent. J'ai un goût particulier pour la rencontre. J'ai un goût particulier pour la mise en relation. J'ai fait ça une partie de ma vie et je continue à le faire parce que je crois que ça crée de la valeur dans les relations humaines et comme vous le dites, ce rôle d'ensemblier me correspond assez bien. C'est un goût que j'ai d'essayer de trouver le commun dénominateur qui peut réunir des gens et de faire en sorte qu'il soit d'ailleurs le plus grand possible, ce dénominateur. J'ai toujours pensé que malgré les apparences, on avait... la plupart des gens avaient ensemble beaucoup plus de choses qui les rassemblaient que de choses qui les divisaient. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai de nouveaux champs de développement. Maintenant que j'ai cessé mon activité d'avocat, j'ai à la fois la poursuite du plan bâtiment durable jusqu'à ce qu'on me demande de passer le relais. Et puis, j'ai deux actions. L'une qui va démarrer et je vous en réserve la primeur, je prends la présidence du conseil de développement de la métropole du Grand Paris. Cette présidence avait été confiée à une grande dame du champ immobilier, qui est Méca Brunel, qui fait la une d'Imo Week ce mois-ci. Voilà. Et il se trouve que le président de la métropole, Patrick Ollier, m'a demandé de prendre en charge le conseil de développement que nous allons, fort de l'expérience du premier CODEV, que nous allons, je pense, développer de manière intéressante. Et puis l'autre terrain d'activité, c'est un engagement croissant que je prends dans le mouvement Habitat et Humanisme, c'est-à-dire celui qui... Du père Devers, que nous connaissons. Bernard Devers,
qui a pour objectif d'accompagner les gens les plus fragiles dans leur logement, en considérant que le logement est véritablement l'alpha et l'oméga de l'insertion dans la société. Pas de logement, une grande difficulté à s'insérer, à trouver place dans la société. Et donc, nous avons... Habitat Humaniste se développe beaucoup à travers plusieurs branches. L'une de ces branches qui est celle du logement, je vais y prendre une responsabilité importante dans les prochaines semaines. Et à côté de cela, Habitat Humaniste développe 2 autres branches, la branche soins qui regroupe les établissements collectifs pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD. Nous avons 42 EHPAD. Et puis la branche réfugiés qui s'efforce d'héberger des personnes migrantes en situation d'insertion dans la société française. Voilà, et donc je pense que c'est une passerelle pour moi assez naturelle entre le milieu de l'immobilier que j'ai fréquenté, où j'ai pris beaucoup de plaisir à vivre, et puis cette perspective où il s'agit que l'ensemble des forces vives de l'immobilier apportent leur concours à aider les plus fragiles à trouver un logement. Ça, c'est le combat des prochaines années. Et c'est une très belle conclusion. Merci Philippe Pelletier. Merci Pascal. Imoscopie, un podcast Imo Week avec le soutien du Cercle Pierre d'Or.